Salut les amis, bon retour dans la formation. Aujourd'hui, nous continuons avec notre interface. Le but, c'est de finaliser notre interface de façon statique et par la suite, on va la rendre dynamique. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons notre stepper. Donc on va apporter quelques modifications au niveau de notre stepper ici. Donc la modification qu'on va apporter, c'est qu'on aimerait avoir quand même les titres, la description des différentes étapes. Vous voyez, on a des étapes. Ça serait mieux de savoir qu'à partir de la première étape, voici ce que nous sommes en train de faire, etc., etc. C'est plus parlant pour l'utilisateur. Donc c'est ce qu'on va faire dans le code ici. Donc ici, au niveau de notre div ici, donc on avait ce bloc-là où on avait notre progress. Donc on aimerait avoir au-dessus du progress. Alors moi, ce que je vais faire, c'est qu'au-dessus du progress, je vais ajouter au fait un texte pour qu'on ait au fait le texte et puis qu'on ait aussi le progress tout juste en bas. C'est ce que nous allons faire. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Je vais juste ajouter un paragraphe ici et je vais ajouter un texte small et puis je vais par exemple dire étape 1, OK? Ou bien on va dire configuration de base, OK? Quelque chose de ce genre. Alors, notre texte, il est là. Alors, on aura un autre div ici pour notre progress bar. Donc, ce que je vais faire, c'est que la progress bar doit être à l'intérieur de la progress parce que si vous regardez au niveau du code, ici, au niveau de la progress, les deux, ils ont 5 pixels, progress bar et progress. Donc, on a besoin en fait que les deux soient là. Donc, je vais créer une autre div ici. Je vais créer une autre div progress ici et je vais mettre notre progress ici. Donc là, je vais juste enlever ça, ce qui va nous donner au fait quelque chose de ce genre. Donc on aura notre texte et puis on aura ça. Donc là, si j'enregistre et que je reviens ici, comme vous pouvez le voir ici, nous avons voilà, nous avons notre div qui est ici. On a au fait le texte qui est là. Je trouve qu'il y a il y a trop d'espace ici. On va modifier. Donc on revient au niveau de notre code. Je pense qu'on va juste modifier la marge qui est appliquée ici. Donc on va faire un MB1 pour réduire juste la marge. Et là, si on revient, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus nice. Alors, ce que je vais faire, je vais juste centrer le tout. Je vais centrer ceci avec ce bloc rapidement. Donc, comme on peut le voir ici, nous avons notre container qui est là. On a ça. Alors, nous avons notre bloc qui est là. Et puis, nous avons notre line qui est là. Ensuite, nous avons un stepper 2. Donc, je pense que je vais créer, au fait, je vais créer ici, je vais prendre tout ça et je vais le mettre dans un bloc à part, OK? Donc, ce bloc-là, je pourrais l'appeler stepper items container, par exemple. Ça sera ça la classe. Voilà, je les mets ensemble ici. Donc, déjà là, si on regarde, on a quelque chose de pas intéressant parce qu'ils sont un peu comme isolés, mais c'est pas grave, on va le corriger. Donc, on va juste venir ici et on va ajouter une classe ici. Alors, je vais le mettre probablement juste avant ou juste après. Et là, ça sera simple. Il va avoir un display flex. OK? On va garder le gap de 16 pixels pour qu'il soit pareil que ce qu'on avait, le résultat qu'on avait avant. On va lui donner une align items. On va lui dire de centrer le tout. Et pour finir, on va lui donner également un flex de 1. Bon, pourquoi on va lui donner un flex de 1 pour qu'il puisse s'étendre par rapport à ça. Donc là, par exemple, voilà, on a le step items. Je pense que ça fait plus de sens de dire step item plutôt que de items. Voilà, donc là, on va modifier ça. On enregistre. Pour l'instant, si on regarde ici, ça marche. Donc lui, il va être centré. Quand on regarde au fait avec les autres, c'est pas toujours bon. Donc on va revenir, on va ajouter au fait pour les autres. Donc là, on a un step item pour ça. OK? On va prendre ça, on va copier ça. Et on va venir modifier la valeur donc de l'étape 2. Et puis on aura ici l'étape 3. OK? Donc j'ai dupliqué ça deux fois. Et je vais supprimer tout ce qu'il y a ici. Voilà. Et puis je veux également supprimer l'étape numéro 3. Donc là, ça me fait trois étapes à modifier. Donc j'ai la deuxième ici. Je fais 2. Ici, on va appeler par exemple, comment on va appeler ça? Identité, je sais pas, moi, on donne d'abord des noms comme ça et on va trouver par la suite comment on va faire. Donc ici, au lieu de mettre 25%, ben, on va mettre 0. Alors, parce qu'on n'a pas encore... ici, on va mettre 0%. Ici, la valeur maximale, voilà, c'est à 100. Le width ici, on va mettre à 0 parce qu'on n'a pas
On met à 0. Et là, on va venir corriger ici. On met le 3. On aura par exemple administration. OK. Et ici également, on va mettre 0 parce qu'on n'a pas encore, on suppose qu'on n'a pas encore atteint cette étape. On met 0, on enregistre. Voilà, étape 3. Et si on revient ici, comme vous pouvez le remarquer, on a quelque chose de beaucoup plus nice. Donc, je pense que là, au niveau d'étape, on a quelque chose d'intéressant. Donc, je pense que pour moi, ici, on a fini cette partie. Alors, on va s'attaquer maintenant à un sujet très important. Donc, par exemple, là, je vais enlever active, c'est pas actif. Là aussi, je vais enlever, c'est pas actif. Donc là, si on revient ici, OK, on a notre formulaire qui est correct. Donc, je rappelle que le but ici, c'est à chaque fois qu'on passe les différentes étapes, il faudrait qu'on navigue ici. L'étape 2 doit être actif. Et puis, au fur et à mesure qu'on remplit le formulaire, on va avoir la progress bar qui va être là. On va synchroniser ça avec les données que nous allons avoir. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est très important de mentionner que lorsqu'on travaille avec Vue.js, ok, et qu'on a par exemple un composant où on va faire toutes les modifications, ça peut devenir beaucoup de choses. Le but de Vue, ok, c'est une librairie, c'est un framework également JavaScript par lequel on peut faire l'utilisation des composants. On peut utiliser l'architecture composite qui permet justement de composer les éléments entre eux de telle sorte qu'on ait quelque chose de beaucoup, c'est-à-dire de prendre quelque chose qui est complexe et de le décomplexifier. C'est-à-dire de le rendre beaucoup plus simple. C'est ce que nous allons faire ici. Parce que à se poser, là, on n'a que des étapes, mais dans l'étape 1, par exemple, on va avoir des formulaires. Et si on se met, par exemple, à venir ici, parce que c'est cette partie qu'on avait réservée pour les formulaires, on commence à mettre les formulaires pour l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Je vous rassure que ce fichier, on aura beaucoup de code, ça sera très difficilement maintenable. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais déjà commencer par encapsuler. Je vais déjà commencer par créer des composants par rapport à ça, de telle sorte qu'on puisse avoir quelque chose qui marche correctement. L'une des façons d'accomplir cela, l'une des façons de vraiment avoir des composants par rapport à ça, c'est de travailler déjà dans le fichier où nous avons quasiment tout notre code. On va essayer de le rendre déjà dynamique parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Notamment, on a par exemple ici les step items ici, on a les step items là. Donc là, par exemple, on a les mêmes choses qui se répètent alors qu'on pouvait juste avoir une boucle ici. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons commencer à dynamiser d'abord cette partie avant qu'on puisse créer des composants. Donc, moi, au niveau au fait, de mon composant index vue ici, là, je vais déjà commencer par rendre dynamique cette partie, OK? Je vais commencer par créer ici un objet qu'on va appeler un step items, OK? Donc, ce step item, je vais l'attribuer au fait la propriété computed. Pourquoi computed? Je vais vous expliquer. Euh, alors, la raison pour laquelle j'aimerais qu'elle soit computed, c'est parce que lorsque vous utilisez avec Vue, donc, je vais juste venir ici importer computed. Ça vient de Vue, OK? Donc, alors, pour ceux qui ont fait un peu Vue.js, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est correct, c'est que la propriété computed va être appelée, OK? Plutôt, la fonction computed, euh, c'est une fonction qui retourne au fait un objet réactif. C'est-à-dire que cet objet va être mis à jour à chaque fois que les dépendances qui se trouvent à l'intérieur de cette fonction vont changer. Donc, par dépendance, qu'est-ce que j'entends par là? Ben, vous allez le voir tout à l'heure. Par exemple, là, nous, on va avoir un tableau d'objets stepper. Donc, ici, qu'est-ce que je vais donner? Je vais l'attribuer, par exemple, un ID. L'identifiant, ça sera, par exemple, le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. C'est ça, c'est ce qu'on va utiliser comme identifiant. Donc, par exemple, on aura l'identifiant, on aura le title. Le title, ça sera, par exemple, configuration, comme ce qu'on avait écrit là-bas. Configuration de base. OK? On va avoir par la suite, euh, par exemple, le progress. OK? Par exemple, notre progress, pour l'instant, on va le donner par A0. D'accord? Donc là, on va copier ça. On va l'avoir 3 fois. OK? Et là, on va juste changer. Au lieu de 2, 2, on va mettre ici. Et ici, on va mettre étape numéro 3. Donc, je vais juste me rappeler de ce que j'avais écrit ici. Là, c'est administration, OK. Et puis ici, c'était configuration de base. On avait ensuite identité de l'entreprise. Donc, je vais juste copier tout ça et je vais juste ramener ça ici pour qu'on ait la même chose. Donc là, par exemple, au lieu d'avoir les cotes, je vais avoir les doubles cotes.
juste pour m'éviter d'échapper ce caractère-ci. Donc, on a identité de l'entreprise et ici, on va avoir administration. D'accord? Donc, voilà, nous avons notre composant qui est ici là. Donc, à chaque fois, ici, pour l'instant, dites-vous que les valeurs là sont statiques, mais par exemple, à chaque fois qu'on va avoir, par exemple, l'ID qui va changer, OK, parce que cet identifiant, si par exemple ça change, si on l'a connecté avec une valeur qui était, par exemple, dynamique, eh bien, on va avoir au fait, au niveau de notre computer ici, on va avoir au fait cette fonction qui va se réexécuter, donc on aura la valeur la plus à jour. C'est pour ça qu'on utilise le computed. Donc ici, par exemple, j'ai step items. Euh, alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais commencer par créer ici notre boucle. On va boucler sur l'ensemble de step item container. Donc, on va booker sur l'ensemble des step item containers parce que c'est ici, au fait, si vous remarquez, c'est ici, euh, c'est ça qui représente, au fait, un step. D'accord? Si vous regardez au niveau, par exemple, de notre, ici, là, un step ici est représenté par ce bloc de code-là. Donc, c'est ça qu'on va boucler. Donc, pour boucler avec Vue.js, il n'y a rien de bien compliqué. On va juste faire v-for. Et ici, on va lui dire, on va en fait faire items in, OK? Step items, OK? Donc, on va boucler sur les items, sur le step item, la variable que nous avons tout en bas. Et à chaque itération, on va stocker la valeur de cette variable, de cette variable. On va stocker la valeur donc ici, qui est représentée par l'objet, parce que c'est un tableau d'objets, rappelez-vous, ici, tout à l'heure, c'est un tableau d'objets que nous sommes en train de retourner. Donc, pour chaque itération, on va au fait avoir accès à cet objet. Donc cet objet va nous permettre, ici, on va le récupérer à travers items. Et ensuite, il nous dit qu'il y a une erreur parce qu'il faut, normalement, il faudrait lui donner au fait la clé. Donc ici, on va lui dire pour la clé, on va juste utiliser le item ID. Donc à chaque fois que vous utilisez le vFor, ça sera toujours important d'attribuer au fait à Vue la clé parce que Vue a une façon, en fait, il doit savoir quel est l'élément qu'il doit rendre en premier. Et la façon dont il garde l'ordre des éléments qu'il doit rendre, c'est en utilisant, en fait, le ID. OK? Pas le ID nécessairement, mais ici, une clé qui doit être unique. Donc, la propriété qui, ici, va dire à Vue.js que ce bloc-là, voici sa clé, quelque chose qui est unique. Donc, de telle sorte que dans son rendu, il ne puisse pas confondre l'ordre et puis qu'il puisse faire bien son travail. Donc là, par exemple, c'est correct. Alors, à l'intérieur de notre... alors, je vais déjà commencer par supprimer les autres étapes là, OK? On n'en a pas besoin. On va supprimer ça. On va juste boucler sur ça. Et à l'intérieur de notre step item ici, on va rendre ces valeurs-ci dynamiques. Donc là, par exemple, on va dire, écoute, dans item, euh, j'aime bien l'appeler step item. C'est beaucoup plus lisible en ayant step item au singulier que item tout simplement. Donc là, par exemple, on va dire, OK, là, tu vas prendre la valeur ID, OK? Alors, moi, j'aime toujours faire le optional chaining, c'est-à-dire qu'au cas où il n'y a pas une valeur, bah, en fait, on ne va pas avoir une erreur au niveau JavaScript. Donc ça, c'est quelque chose. Après, vous pouvez faire quelque chose du genre, si par exemple la valeur de l'ID n'existe pas, bah, voici, tu vas lui donner, par exemple, on va juste dire étape 1, OK? Ou bien non défini, quelque chose comme ça. Voilà. Mais bon, bref, ça, pour l'instant, nous, on sait qu'on aura toujours une valeur parce que c'est nous qui l'attribuons. Mais je prends quand même les précautions de mettre quand même une optional chaining, OK? Donc ça, c'est des choses que vous apprenez avec le temps pour éviter des erreurs au niveau de l'exécution. Alors, on va avoir ici le titre. Donc, pour le titre ici, si vous avez compris, donc avec Vue.js, c'est comme ça qu'on fait pour avoir accès aux valeurs dynamiques. Donc, on va faire step item, point, title, OK? Où est-ce que je tiens ces propriétés? Rappelez-vous, une fois de plus, c'est un objet que nous sommes en train d'exporter ici. C'est un objet, au fait, JavaScript dont j'ai mis ces propriétés-là. Donc, c'est ce que je fais là. Alors, pour ce qui est de la progress, donc pour ce qui est de la progress, ici, on va également attribuer notre progress. Alors, sachez que avec Vue.js, euh, déjà, ici, nous avons un attribut area value now, OK? Donc, area value now est égal à 25. Donc, pour lui rendre dynamique, je vais juste ajouter ici les deux... En fait, je vais juste ajouter ces deux points-là. Comment on appelle ça en français? Ah là là.
Ben, j'ai oublié. On va l'ajouter ici et on va ici mettre la valeur dynamique qui est mappée, qui représente cette valeur. Donc ici, on va voir le progress, OK? Ben, par défaut, s'il n'y a aucune valeur dans le progress, on va juste mettre 0, OK? Et pour le style, c'est pareil. Donc pour le style, on va faire ceci. Par contre, le style, ça sera un peu différent. Donc ici, on va lui dire, on va ici déclarer un objet. Et dans cet objet, on va lui dire, il va prendre le width. euh, alors ici, le width, il va prendre le width de 25%, pas de 25%, mais le width de progress. Donc, on doit avoir le progress et puis on doit le concaténer avec le pourcentage. Donc, pour ce faire, je vais ajouter juste ces codes-ci parce qu'avec ces codes-ci, j'ai la possibilité d'écrire du JavaScript. Donc, je peux écrire une valeur dynamique ici. Donc, on va avoir step item, progress. OK? Bon, pareil ici, hein, je vais juste faire quelque chose de ce genre. Progress. S'il n'y a pas de progress, tu mets 0. Et juste après, je vais ajouter le pourcentage. Donc, vous voyez que là, en ayant fait ça, c'est comme ça qu'on définit des valeurs dynamiques en utilisant Vue.js, par exemple. Des valeurs dynamiques au niveau des styles et même des classes. Donc, on donne un objet et puis on donne la propriété ici. Et puis la valeur ici, bon, ici, parce qu'on avait besoin d'avoir euh, une valeur numérique concaténée avec une valeur string. Donc, on utilise au fait j'ai oublié beaucoup de choses en français, honnêtement. Même en anglais, je ne me rappelle pas comment on appelle ça. Mais en fait, on met ces guillemets-là, ces griffes-là, qui permettent au fait d'écrire une valeur dynamique de JavaScript ici. Et puis, on peut par la suite, en dehors de ce bloc-là, où on peut écrire du JavaScript qui sera au fait rendu de façon dynamique, ben, en dehors de ce bloc-là, on peut écrire tout ce qu'on veut ici en string. Donc, au final, on aura le même résultat. Mais cependant, ici, ça sera beaucoup plus dynamique. Donc, en ayant fait ça, si tout va bien, ben, je vais tout simplement venir tester ici. Et comme on peut voir, nous avons en fait nos étapes qui sont bel et bien visibles ici. On peut le voir, on a dynamisé nos différentes étapes. Alors, il reste maintenant à déterminer à quel moment une étape est, on va dire, active et à quel moment une autre ne l'est pas. Donc là, par exemple, toutes les étapes sont actives. Mais moi, j'aimerais que uniquement il faut que j'ai un moyen de faire le suivi de l'étape euh, qui est active. Donc ça, c'est très important. C'est ce qu'on va faire là tout de suite. Donc là, les amis, ce qu'on va faire par la suite, donc on va avoir besoin de rendre la classe active dynamique. Cette classe active doit être dynamique. Alors, comment on va le faire? Donc, moi, ce que je vais faire ici, je vais créer au fait une variable, OK, pour l'instant, que je vais appeler current step, OK? Cette variable, je vais l'attribuer, ça sera une référence, OK? Une référence. Donc, sachez qu'avec Vue.js, on a trois façons de définir des variables qui seront réactives. Des variables réactives, ce sont des variables pour lesquelles, lorsqu'il y a un changement qui est effectué sur la valeur de la variable, ce changement, en fait, va être répertorié partout où cette variable est utilisée. Donc, si par exemple, j'avais par exemple current step ici, euh, qui était par exemple égal à 0, OK? Et qu'on va faire un truc bête. Je vais par exemple avoir le bouton précédent qui est ici. Et puis, on va dire précédent. On va avoir précédent. Ici, on va afficher une valeur dynamique. Je vais le dire current step. Donc là, à chaque fois que je clique sur, OK? Donc, on clique. À chaque fois que je vais cliquer sur ce bouton précédent, eh bien, j'aimerais que current step, OK? Oups. Current step.current, je vais l'incrémenter, d'accord? On va juste essayer quelque chose de ce genre, quelque chose de... Je sais pas si directement comme ça va passer, mais bon, enfin, on va voir ce que ça donne. Donc là, par exemple, non, ça passe pas comme ça. Ah non, non, je sais pas qu'est-ce que j'écris là. Alors, on va avoir plutôt... je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de mettre on click. C'est pas on click ici, plutôt on va faire le click, d'accord? Parce que il s'agit du code Vue.js là, donc c'est pas du JavaScript. Donc on va faire ça et puis à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, on doit incrémenter ça. Donc là, si j'active, ben, il n'y a rien qui change, ok? On va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Parce que ici nous sommes déjà au niveau de l'interface, donc c'est pas la peine de faire le current. Et là, vous voyez par exemple, ça change. Donc qu'est-ce qui se passe quand on clique sur précédent? On est en train de changer au fait la valeur
Au fait, ce que vue va faire, étant donné que c'est une variable réactive, ok? Cette variable, au fait, à chaque fois que l'on clique dessus, eh bien, dans le code ici qui intercepte le clic sur le bouton, on est en train d'incrémenter la variable. Parce qu'on incrémente la variable, eh bien, partout où la variable est utilisée, la nouvelle valeur qui a été donc attribuée à la variable va se répertorier partout où cette variable est utilisée. C'est ça, au fait, une variable réactive. Donc, il y a plusieurs façons de définir des variables réactives. On peut le définir par des refs. On peut également définir des variables réactives avec le computed. La seule différence entre les deux, c'est que le computed, c'est une fonction. Donc, on peut au fait écrire une certaine logique qui va s'exécuter à chaque fois qu'il y aura, par exemple, un changement quelque part. On peut réappliquer cette logique-là. Et en finalité, cette logique doit retourner une valeur. Et la valeur qui est retournée, c'est celle-là qu'on stocke dans cette variable. Ça, c'est la différence avec le computed. Par contre, le ref, c'est une valeur qu'on manipule directement. Et en dehors de ces deux-là, on a aussi réactif. Donc, on peut créer au fait cette composante. Au lieu de faire un ref, on peut aussi déclarer une variable réactive avec au fait cette utilitaire réactive. Donc, la différence entre réactive et ref, c'est que réactive, c'est beaucoup mieux pour des valeurs comme des objets, hein. Si vous voulez stocker par exemple un objet ou ici où on aura des propriétés, c'est mieux d'aller avec du réactif. Mais si vous voulez manipuler des valeurs euh, comme des nombres, du string, etc., des native values, des valeurs comme ça, eh bien en ce moment-là, ça serait mieux d'utiliser le ref. Donc, c'est un peu ça la différence entre les deux. Moi, ici, je vais utiliser ref parce que j'ai juste besoin d'utiliser des entiers là. Donc, ici, par défaut, la valeur, le current step, ça sera numéro 1. OK? Donc, c'est ce qu'on va définir ici, là. Alors, donc, une fois que j'ai défini le current step ici, au niveau de ma boucle, je vais faire une condition. D'accord? Donc, je dois faire ici une condition. Alors, je vais enlever tout le bazar que j'ai ajouté ici parce qu'au fait, on n'en a pas besoin. C'était juste pour vous expliquer un peu. Mais on va, tout au long de la formation, vous allez voir comment est-ce que les refs, les réactifs, etc. fonctionnent. Vous allez voir parce qu'on va manipuler toutes ces choses-là. Donc là, ici, on va rendre dynamique la valeur de active, OK? Donc pour la rendre dynamique, c'est bien simple. Nous avons besoin de notre step item ici qui soit appliqué comme classe, c'est correct, mais ici, on, on va ajouter au fait une autre classe qui va être de façon dynamique. Donc avec vue, on a la possibilité de le faire. Donc tout ce qu'on va ajouter ici, ça sera des classes qui vont être attribuées à notre bloc div dynamiquement, dépendamment de la condition que nous allons appliquer. Donc ici, on va lui dire, j'aimerais que tu appliques la classe active à ce bloc, mais à cette condition, à la condition que le step item, OK, ID, soit égal, hein, on peut faire égal, on peut vérifier au fait l'égal sur la valeur. Donc ici, quand vous faites tout simplement un 2 égal, je vais vous montrer ce que ça veut dire. Lorsque vous faites simplement un 2 égal, ça veut dire il va juste comparer, il va comparer sur la valeur et non sur le titre, sur le type. C'est-à-dire que si par exemple, step ID ici était par exemple en string, au lieu d'avoir un comme ça, on avait un dans les chaînes de caractères, eh bien, et que current step ici c'est un, parce que nous avons fait une comparaison euh, de cette manière, eh bien, il va juste se baser sur la valeur. C'est-à-dire que même si les types sont différents, l'un est un entier et l'autre est une chaîne de caractères, pour lui, il ne fera aucune différence. Il va se baser sur la valeur. Et donc, la valeur, ça sera au final, ça sera 1. Par contre, lorsque vous faites une comparaison stricte, c'est-à-dire que ici, avec 3 égales, c'est une comparaison stricte, il va comparer à la fois la valeur et le type. Donc, dans notre cas ici, ça ne marchera pas parce que step ID va être une chaîne de caractères et puis current step va être un entier. Donc, parce que c'est le cas, eh bien, il va retourner false. Ce qui va faire de telle sorte que active ne va pas s'afficher. Donc, moi ici, je vais tout simplement, je vais laisser une comparaison stricte pour me rassurer qu'on ait toujours des entiers dans les deux côtés. OK. Donc là, je vais faire ça. Donc, c'est ce que je lui dis ici. Je lui dis, tu vas appliquer la classe active à ce bloc si et seulement si l'élément que tu es en train de rendre là, à l'itération, je ne sais pas si c'est 0 ou 1, 2, peu importe, mais par rapport au tableau qu'on t'a fourni, tu vas boucler à l'intérieur. À chaque objet de ce tableau, tu vas vérifier si par exemple le step ID c'est égal au current step.
en ce moment-là, tu attribues le active. OK? Donc là, par exemple, si je reviens au niveau du code, comme vous pouvez le voir, il n'y a que celui-là qui est actif parce que notre current step est à 1. Donc, si je viens, par exemple, dans mon code ici et que je modifie la valeur du current step, je le mets à 2, eh bien, si je viens ici, oups, vous allez remarquer que le statut actif est passé à l'étape numéro 2. Donc là, les amis, on a déjà, au fait, ici, créé un élément qui nous permet de garder, de faire le suivi des différents, de qu'est-ce qui est actif et qu'est-ce qui n'est pas actif. Donc là, c'est déjà bien. On est déjà bien parti là-dessus. Cette vidéo sera un peu longue parce que je ne veux pas le faire en plusieurs vidéos. Donc là, par exemple, on va continuer notre approche. Donc là, on a la possibilité déjà de savoir qu'est-ce qui va être actif ou pas à travers cette variable. Maintenant, le current step doit être dynamique, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on puisse avoir cette variable de façon dynamique. Il y a juste un petit détail que je veux encore ajouter. J'aimerais qu'il y ait une nuance entre le titre ici et le titre de l'élément qui est actif, OK? Donc, je pense admin LTE nous donne une classe qu'on appelle textMuted. Donc, c'est ce que je vais appliquer, je pense, quelque part ici. Donc, je vais définir une classe, mais je vais définir de façon dynamique, OK? Donc, je vais lui dire tout simplement, si, donc tu vas définir la classe textMuted, OK? Notez bien ici l'utilisation des codes. Pourquoi? Parce que nous avons un trait d'union ici, ok? Alors qu'ici, on n'avait pas utilisé de code parce qu'on a juste un active ici, là. Donc, lorsque vous avez une classe qui est un mot composé, eh bien, c'est mieux d'utiliser, au fait, vous devez utiliser les textes, comment on appelle ça? Parce qu'en JavaScript, on ne peut pas avoir une classe qui se crée comme ça. Donc, vous aurez une erreur. Donc, il faudrait le mettre entre les codes, ok? Ou les doubles codes. Mais ici, vu qu'on a déjà les doubles codes, donc j'utilise les simples codes pour la circonstance. Donc ici, text muted, alors le text muted là, il va être appliqué à la condition où, donc notre condition, ça sera ça. Donc quand le current step, ici, on va venir le déposer là. Donc nous ici, on va dire lorsque c'est différent. Donc lorsque c'est différent de ça. Donc si c'est différent, en ce moment-là, bah, tu appliques le text muted. Ça veut dire que l'élément si n'est pas actuellement actif, donc il doit avoir le texte qui est muté, ok? Donc là, par exemple, si je reviens ici, comme vous pouvez le voir, lui, il est beaucoup plus foncé et les autres sont mutés. Je pense qu'à ce stade-là, notre design sur cette partie, elle est déjà complète, donc je trouve que c'est bon. Alors, ce qui nous reste à faire là maintenant, c'est comme je le disais, c'est de faire notre navigation. Donc, on a navigué, on est à mesure de changer les différentes étapes en fonction des boutons d'accès. Donc, c'est ce que je vais faire là, rapidement. Donc, je vais avoir deux fonctions. Je vais avoir la fonction, ici, on va avoir précédent et puis suivant. OK? Donc là, je vais créer une fonction, deux fonctions ici que je vais appeler next. On va dire quand même go to next. OK? Oups. Voilà. Donc, go to next, ça va être une fonction qui va tout simplement nous conduire à la prochaine étape. Et puis, on va avoir go to prev. OK? Voilà. Deux fonctions, pareil. Donc, go to next ici, d'emblée, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de logique. Ici, tout ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre le current step, OK? Point current, et je vais tout simplement l'incrémenter, OK? Et puis, ici, je vais également faire current step, OK? Current, et puis je vais le décrémenter. Donc, ça veut dire que lorsqu'on fait go to next, on incrémente, go to prev, on recule. Pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. Il n'y a rien de compliqué. Il ne reste plus qu'à associer nos actions avec nos boutons. Donc ici, on va dire, lorsqu'on clique dessus, tu appelles le go to next. Oh, ici, c'est le go to prev, pardon. Et lorsque on clique, voilà. Donc là, go to next. Voilà. Donc là, on enregistre. Tout bêtement, on vient ici au niveau de notre application. Donc, si je fais ici suivant, comme vous pouvez le voir ici, bah, rien ne change. Et si je viens ici, et également, rien ne change. On va regarder pourquoi est-ce que rien ne change. Bon, les amis, je viens juste de me rendre compte que depuis un moment, j'utilise le current, mais je ne comprends pas pourquoi j'utilise les current sur les refs. En fait, je pense que c'est l'habitude d'utiliser React ces derniers temps.
Donc, du coup, je me suis un peu embrouillé, mais en fait, c'est value, OK? Avec Vue.js, c'est pas current, mais c'est plutôt value. Donc, quand vous voulez changer, par exemple, la valeur d'une référence, c'est value qu'on utilise. Donc, current.value, OK? C'est comme ça que vous accédez au fait, au niveau du code ici, là. Lorsque vous êtes à l'intérieur du script, pour accéder à la valeur d'une variable qui est déclarée comme comme une ref, eh bien, on accède à la valeur de cette variable en faisant le point value. Mais lorsque vous êtes à l'intérieur de l'interface, pour accéder à la valeur de cette variable, on n'a pas besoin du value. Comme vous pouvez voir ici, on a directement le current step, on n'a pas mis current step.value. Donc, c'est un peu ça. C'est mon erreur à moi, je m'en excuse. Donc là, on revient ici. Lorsqu'on fait suivant, comme vous pouvez le voir ici, on peut naviguer précédent et puis suivant, tout fonctionne correctement. Mais je vous fais remarquer quand même quelque chose, c'est que là, si je navigue, si je fais un autre suivant et je fais un autre suivant, eh bien, il n'y a plus rien qui est actif parce que notre suivant ici, il fait que incrémenter, plus je clique, plus il incrémente la valeur. Et si je fais le précédent, donc on voit que la valeur est incrémentée. Et si je redescends ici, ben, on fait qu'incrémenter. Donc, on va passer de 1 à, à 0, de 0 à -1, à -2, etc. Donc, moi, j'aimerais quand même limiter quand même ce comportement. Donc, ici, je ne veux pas tout simplement et tout bêtement euh, incrémenter, ok? Je vais quand même appliquer un certain contrôle. Alors, le contrôle pour le next, c'est quoi? Pour le contrôle pour le next, ça sera simple. On va faire juste une simple vérification. On va vérifier si tant que le current step.value, ok, est inférieur, donc tant que c'est inférieur à step item, ok, point length, donc hop, step items, oui, point length. Donc, tant que, oh, yeah, donc, tant que step items point value, pardon, et ensuite on va avoir point length, en ce moment-là, bah, tant que c'est inférieur à ça, bah, tu fais ton incrémentation. Au cas contraire, tu n'incrémentes rien. Donc là, on va au fait limiter l'action de l'incrémenter, donc de l'ajouter plus 1, etc. Seulement tant qu'on n'a pas atteint en fait la taille, sinon le nombre des étapes qui est défini à l'intérieur de notre variable ici. Notez qu'ici, pareil, pour step items, lorsqu'on utilise le computed, lorsque nous sommes à l'intérieur de notre code ici, dans notre script ici, pour avoir accès à la valeur de cette variable, on utilise le value. Et lorsque nous sommes à l'interface, on n'a pas besoin d'utiliser le value, comme on l'a fait également ici pour notre boucle. Là, step items, on a bouclé, on n'a pas eu besoin d'utiliser le value ici. Donc, c'est le même principe qui s'applique là. Donc là, par exemple, on va limiter là. Donc, à supposer que ici, nous avons combien d'éléments? On en a 1, 2, 3. On a 3 éléments. Donc, notre length ici va être égal à 3. Donc, disons que le current step, actuellement, nous l'avons défini à 2. Lorsqu'on va cliquer sur le bouton Next, il va vérifier. Est-ce que 2 est inférieur à 3? Si 2 est inférieur à 3, renvoie de vrai, ce qui est vrai, il va incrémenter notre current step, il va ajouter une valeur. Donc, il va ajouter plus 1. Ça fera 3. La prochaine fois qu'on va cliquer sur Go to Next, il va vérifier. Est-ce que 3 est inférieur à 3? Si 3 est inférieur à 3, ça donne faux, ce qui est le cas, ça donnera faux. Eh bien, cette valeur ne va pas s'exécuter, ce qui fait que on va pas pouvoir naviguer, d'accord? Pareil pour le GoPrev. Donc, le GoPrev également, on va lui appliquer quelque chose de similaire. Donc, on va lui dire si current step.value, ok, est inférieur à step item, ok? Plutôt, ici, c'est pas inférieur, mais ici, en fait, on va faire l'action inverse. L'action inverse ici, c'est de dire, puisque nous avons dit à l'autre que tant que c'est inférieur au fait à, comment on appelle ça, à notre taille des différentes étapes que nous avons, tu fais pas ici, mais on va essayer un peu de réfléchir. Pour le bouton précédent, lui, euh, quand on arrive à 1, on ne doit pas être, on ne doit pas au fait, on ne doit pas reculer. Quand on arrive à 1, il ne faudrait pas qu'on recule à 0. Parce que si on a une current step qui revient à 0, nos ID, si on a commencé par 1, eh bien, il n'y aura aucun élément qui va matcher avec le current step qui sera défini à 0, ce qui fera qu'il n'y aura aucun élément qui sera actif. Donc, on doit au fait éviter que ça arrive à 0. Donc, comment on va le dire? On va le dire tant que c'est supérieur, ou bien tant que c'est, euh, comment on va dire ça? Tant que c'est supérieur à 1, ok? Tant que c'est supérieur à 1, on peut décrémenter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, si nous sommes, le current step
est à 2 et qu'on appuie sur le bouton Go to Prev, donc le bouton précédent, eh bien, il faut qu'on soit à mesure de quitter de 2, on soustrait 1, on revient à 1. Le current step sera égal à 1. Mais par contre, si nous avons le current step qui est déjà à 1, eh bien, quand on va cliquer sur précédent, rien ne va se faire parce que 1 n'est pas supérieur à 1. Donc là, on va éviter au fait de décrémenter comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, par exemple, si je viens ici, je fais suivant, vous voyez que c'est bon. On a toujours notre élément qui est là, ce qui signifie que le current step ne change pas. Et si je reviens sur précédent ici, pareil, on a toujours notre élément qui active ici, ce qui signifie que le current step ne change pas. Donc, juste pour vous présenter quand même qu'on a ce changement, on va également ajouter la partie des formulaires juste pour se rassurer qu'on arrive à bien naviguer. Donc, ici, pour les formulaires, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. On va juste les mapper par rapport aux étapes. Donc, pour la première étape, on va créer une div qu'on peut appeler, on va juste, je sais pas, on va juste créer une div simple, ok? On va juste dire, dans notre div ici, on va juste lui dire, écoute, toi, tu seras visible, on pourra donner les identifiants plus tard de notre div. Mais on pourra lui dire, toi, par exemple, ici, tu vas VIF. Donc, VIF, c'est pour lui dire, tu seras visible si et seulement si. Donc, pas seulement être visible, mais vu, au fait, va rendre, au fait, ce bloc si et seulement si la condition qu'on est sur le point d'écrire est respectée. Donc, ici, on va lui dire, si current step est égal à 1, dans ce cas, c'est le formulaire numéro 1. Donc, ici, on peut tout simplement dire H3, formulaire, étape 1. On va rendre tout ça dynamique, ne vous inquiétez pas. Et là, on va passer au suivant et on va faire la même chose pour les 3 étapes que nous avons. Donc là, on fait ça, étape 2, et ici, on fait ça, étape 3. Donc là, on enregistre notre code. C'est si simple que ça. Donc là, si on revient ici, on a un formulaire étape 3. Mais si on fait précédent, formulaire étape 2, si on fait ceci, formulaire étape 1. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a la possibilité de naviguer entre nos différentes étapes. Donc là, c'est déjà bien. Alors, il y a une autre chose que je vais pouvoir ajouter. Lorsqu'on arrive à l'étape numéro 3, il ne faudrait pas qu'on ait le bouton suivant. OK? Et lorsqu'on arrive à l'étape numéro 1, il ne faudrait pas qu'on ait le bouton précédent. Parce que ça ne fait aucun sens d'avoir précédent alors que nous sommes à la première étape. Il n'y a vraiment pas de précédent. Donc, il y a deux choses. Soit on va griser ce bouton, soit on va le faire disparaître. Moi, j'aime bien partir avec le grisement. On va griser le bouton. Pourquoi on va le faire? Ça permet à l'utilisateur de savoir qu'il y a la possibilité de revenir, mais c'est juste que ce n'est pas disponible à cette étape. OK? C'est ce qu'on va faire également. Donc là, on va venir au niveau de notre bouton ici. Alors, comment on va le faire? On va réfléchir en termes de variables, en termes d'objets. Donc, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure. Lorsqu'on utilise, par exemple, les computed, l'un des avantages qu'on a en utilisant les computed, c'est qu'à chaque fois que les valeurs qui sont retournées, au fait, s'il y a un changement sur les valeurs qui sont retournées, eh bien, ça sera mis à jour et donc ça va se répertorier un peu partout. Ça a un peu le même effet que les refs. Un peu, on va dire, le même effet que toutes les variables qui sont réactives au niveau de Vue.js, ok? Donc, moi, c'est ce que je vais faire ici. Je vais créer, en fait, une variable que je vais appeler, par exemple, action state. Voilà. On va dire action state. Ça permet, en fait, d'avoir juste quelque chose de beaucoup plus voilà, c'est plus, moi je trouve que ça a plus de sens comme ça. Donc ici, on va le retourner au fait dans notre action state, on va le retourner au fait, ça sera une variable qu'on va retourner, ok? Donc un objet qu'on va retourner. Donc je vais juste le mettre dans les parenthèses comme ça. Alors ici, on va retourner, donc on va avoir combien d'états qu'on va gérer? On va gérer le grisement du bouton précédent, on va gérer le grisement du bouton suivant également. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Moi, j'aime nommer les choses au conditionnel. Should disable prev button. OK. On peut écrire comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Et on va avoir deux variables. Donc, should disable prev button et should disable. Ici, on va dire next button. Bon, on est en train de nommer les choses en anglais. C'est beaucoup plus simple. OK. Donc là, je vais ajouter ma logique. Donc, ma logique ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire... Le bouton précédent doit être désactivé lorsque le current step.value, ok? Lorsque le current step.value. Alors pourquoi pour le current step, je ne mets pas le optional chaining? Je ne mets pas le optional chaining parce que je sais
que dans mon code, je suis sûr et certain ici que j'ai bel et bien la valeur 2. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais pour les objets ici aussi, pourquoi on a fait cela? Bah, pour les objets, je l'ai fait parce que pour l'instant, nous avons encore quelque chose de statique, mais dans la langue, on va peut-être le dynamiser. Mais en tout cas, pour le current step, pour l'instant, c'est vraiment déjà connu. On pouvait aussi ne pas mettre le optional chaining ici, ça va passer, mais c'est juste que c'est beaucoup plus prudent de le faire. On peut avoir des problèmes comment on va dire ça, on peut avoir des problèmes où Vue.js n'est pas encore bien chargé au niveau de notre page, des choses comme ça. Et lorsqu'on n'a pas bien géré ce type de choses, ben, ça peut déjà créer des erreurs, ok? Donc, par contre, ici, euh, lorsqu'on fait une comparaison de deux objets, tu ne peux pas avoir la comparaison de deux éléments. Fait de la comparaison, on a la partie de gauche et puis on a la partie de droite. Ok. Et au milieu, nous avons l'élément de comparaison. Ça peut être égal, ça peut être supériorité, infériorité. Donc, tu ne peux pas avoir les deux éléments qui soient optionnels. Si les deux éléments sont optionnels, tu ne peux pas faire une comparaison comme ça. Donc, il faut qu'il y ait un côté qui ne soit pas optionnel, un autre côté qui peut l'être ou ne pas, mais il faut qu'il y ait un côté qui ait une valeur sûre à partir de laquelle il peut faire sa comparaison correctement. OK? Donc, c'est dans ce cadre-là aussi que j'utilise directement en fait cette appellation. Mais rassurez-vous qu'on n'aura pas d'erreur en le faisant ainsi. Donc, on a currentStep.value et ici, dans notre currentStep.value, on va ici comparer, tant que le currentStep ici est supérieur et si c'est égal à 1, donc si c'est égal à 1, donc si c'est égal à 1, on va désactiver ça. Si c'est pas égal à 1, en ce moment, c'est bon. Donc, du moment où ça devient égal à 1, donc on va faire inférieur ou égal à 1. Bah, juste pour vraiment couvrir tous les cas, au cas où on passait à 0 ou moins 1, notre bouton précédent ne va pas au fait s'afficher. OK? Donc, on va le faire comme ça. Tant que ça sera inférieur ou égal à 1, ben, tu n'affiches pas le bouton précédent. Et pour le bouton suivant, pour le bouton suivant, tu vas l'afficher tant que ce n'est pas égal à la valeur du tableau. Donc, tant que ce n'est pas égal à step item, donc, qu'est-ce que je raconte? Tant que c'est égal à step item, point value, ouais. Donc, déjà là, on aura une valeur et puis point left. On peut le faire comme ça. On va toujours avoir une valeur de la référence. Hein. C'était même pas la peine de mettre ici value comme ça. On va toujours avoir une valeur. Maintenant, la valeur peut être nulle. OK? C'est à partir d'ici qu'on peut, on peut récupérer ça. Donc ici, si je remarque bien, donc je lui dis au fait que le bouton suivant ne va s'afficher que, ne va pas, sera désactivé si on atteint la taille de nos différentes étapes. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais enregistrer ici et ici, je vais donc venir ici ajouter les VIF. Donc, on va le dire ici, là, si action state, OK? Et puis, on va faire un point, should disable, prev button. Et pareil pour le VIF ici. On va faire un VIF, action button, should disable, next button. Là, j'enregistre et je reviens ici. Comme on peut voir, bah, ça a disparu. Je pense qu'on n'a pas bien fait nos calculs là. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Alors, on va revenir. Ici, on a action state, OK. Et puis, on a le computed, on a le current step, et puis on a le should disable ici, OK? Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? On dit ici pour tant que c'est inférieur ou égal, should disable. Donc, tant que c'est inférieur ou égal à 1, on le disable. Au cas contraire, il doit être visible normalement. Et là, pareil, on a fait la même chose tant que le current step est ici. Là. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Ouais, les amis, je pense que le problème qu'on rencontre, c'est parce que ici, on a dit should disable next button. En fait, notre bouton ici va être désactivé que tant que notre étape est égale à ça. OK? Donc, en temps normal, on va tester manuellement. OK? On va revenir à l'étape numéro 1 ici. On va regarder pourquoi on a le précédent. Précédent est visible à l'étape numéro 1. Ben oui, c'est normal parce qu'ici, on lui a dit
Euh, alors, c'est pas la bonne chose ici à utiliser. Je m'excuse là, j'ai fait un VIF, mais en fait, on va utiliser un disable. Donc, on va faire un disable. Par contre, c'était pas un VIF, mais c'est plutôt un disable qu'on va faire. Donc là, on enregistre un disable là. Voilà, nous avons nos boutons qui sont là. Et donc, là, par exemple, comme vous pouvez le voir, le précédent est désactivé. Et lorsque je fais suivant, suivant est toujours activé. Lorsque j'arrive ici, suivant devient désactivé. Je ne peux pas faire un autre suivant et j'ai un précédent ici. OK? Donc, moi, je pense que à ce stade-là, nous avons quelque chose déjà de solide. Donc, là, les amis, je pense que on va... donc, là, on a déjà notre logique ici qui marche. On peut naviguer aux différentes étapes. Donc, la dernière des choses qu'on va faire dans cette vidéo avant que je la boucle, c'est qu'on va maintenant, on va prendre tout ça et puis on va créer des composants qui vont encapsuler tout ça. On va essayer un peu de faire de telle sorte que notre code ici, vous voyez, on a déjà à peine 170 lignes de code, ce qui n'est pas rien non plus, c'est beaucoup de code, mais ce code va beaucoup grandir parce que imaginez-vous, ici, nous avons des formulaires, donc on aura plusieurs formulaires à mettre à l'intérieur, on va avoir des logiques à gérer, donc on peut se retrouver avec un code beaucoup robuste. Donc, dans cette deuxième partie de la vidéo, on va maintenant prendre ceci et puis on va le rendre en composant de telle sorte que on puisse avoir quelque chose de beaucoup plus modulaire, ok? Et quelque chose qu'on pourra facilement maintenir, d'accord? Donc, on se retrouve donc dans la deuxième partie. Alors, les amis, donc, on va ici commencer par créer la structure de notre projet. Donc, je disais qu'ici, on va avoir les step items, ok? Pourquoi je crée un dossier step items? Parce que là, remarquez, au fait, j'ai un grand bloc, si vous voulez, j'ai un grand bloc de step items. C'est ici qu'on va avoir nos step items. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais créer, au fait, un composant vue qui va s'appeler step items. Donc, le but des composants, c'est de diviser une grande logique en des petites logiques, OK? C'est vraiment la façon de fonctionner, si vous voulez, la façon de voir les composants. Vous voyez des composants comme étant un moyen de rendre modulaire votre code. De telle sorte que quand vous voulez modifier quelque chose, ben vous savez où est-ce que vous allez aller modifier. C'est comme une voiture. Dans la voiture, il y a plusieurs modules. Il y a le radiateur, il y a par exemple le moteur, il y a par exemple la partie de la climatisation, des choses comme ça. Donc, ça a été fait en termes de modules. Donc, quand il y a une modification à apporter, on sait où est-ce qu'il faut aller apporter cette modification. Donc, tout n'est pas mélangé comme ça dans la confusion. Les choses sont organisées et les différentes parties communiquent entre elles de telle sorte que lorsqu'on sait qu'on veut faire une maintenance dans une certaine partie bien précise, on va sur cette partie-là. Donc, c'est un peu ça aussi avec les composants. Donc, on va avoir notre composant step items qui va avoir tous nos items. Donc, ici, je vais juste venir ici, je vais copier tout ce qu'il y a à l'intérieur ici, OK? Je vais copier ça. Pour l'instant, je ne coupe pas, je copie juste et je vais venir, je vais ramener ça ici. Donc, c'est un composant vue. On va avoir notre template ici. D'accord? OK? Et on va avoir notre JavaScript qui va donc venir ici. Et n'oubliez pas, ça sera le setup. OK? Donc là, on a notre JavaScript qui est là. Alors, je vais juste venir ici et je vais déplacer certaines logiques. Donc, lui, par exemple, on a besoin du step items. Donc, vous allez remarquer qu'on a besoin du step items dans ce fichier pour plusieurs raisons. Parce qu'on a besoin du go next qui utilise le step items. On a besoin également du action state qui utilise le step items. Donc, si on déplace le step items à l'intérieur de notre composant ici, eh bien, on aura aussi besoin de l'avoir de l'autre côté. Ce qui va faire qu'on va dupliquer la même information et donc on n'aura pas une seule source de vérité. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voudra modifier les étapes, il faudrait modifier dans les deux fichiers, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, nous, ce qu'on va faire, par contre, on va dire, en fait, à vue que ce composant que nous avons créé, donc step items, lui, il a besoin de récupérer un paramètre qu'il va utiliser. Il a besoin d'un paramètre step items. Ce paramètre-là, il utilise à l'intérieur de ce composant. Donc, sachez qu'un composant peut avoir des propriétés. OK? Des propriétés, ce sont des valeurs que le composant fonctionne avec. C'est comme quand vous avez, par exemple, le moteur, il a besoin de l'huile. Donc, il faut introduire de l'huile. Donc, quand vous ouvrez le module du moteur dans votre voiture, vous avez une partie où vous pouvez injecter de l'huile. Donc, l'huile, c'est la propriété du moteur. Le moteur a besoin de ça. Prenez le moteur comme un composant et il a besoin, dans le cas de sa communication avec l'extérieur, il a besoin qu'on lui fournisse de l'huile pour qu'il puisse faire le travail qu'il est censé faire. Donc, c'est la même chose avec notre composant items. Il a besoin, en fait, d'avoir
une information qui concerne donc quelles sont les étapes qu'il doit gérer. Donc nous ici, par exemple, on n'a pas besoin en fait que ça soit encore step items. On peut tout simplement changer ici. On va par exemple dire steps, OK? Et là, on peut garder step items. C'est correct, il n'y a pas de souci. Maintenant, ici, au niveau de notre composant vue, voici de quelle manière on va dire par exemple à Laravel qu'on a besoin en fait d'avoir un composant ici. Donc, pour dire à vue que nous avons besoin, nous avons besoin en fait pour dire à vue que nous avons besoin d'une step, OK, comme propriété ici, parce que notre boucle dépend de ça, on va tout simplement venir ici et on va lui dire, écoute, moi, j'aurais besoin d'un steps ici et on va lui dire define props, OK? Voilà, on va appeler le define props. Donc, define props, c'est une fonction, c'est un hook, si vous voulez. C'est un composable, c'est un hook plutôt de vue qui permet en fait, lorsqu'on utilise des composants avec le setup, donc ici nous sommes dans le composition API. Sachez que dans Vue, on a deux façons de déclarer les composants Vue. On a les options API et puis on a les composition API. Les composition API, c'est la possibilité, je vous avais expliqué dès le départ, c'est d'écrire le code JavaScript, vous faites et utiliser des utilitaires ou des hooks que Vue nous donne à l'intérieur de notre script comme on écrivait du JavaScript normal. Par contre, avec le Options API, bah, c'est de façon déclarative, on crée au fait des objets, c'est une approche un peu objet. Vous pouvez en fait aller sur Google, taper juste la différence entre le Options API et le Composition API, vous aurez plus d'informations là-dessus. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc ici, par exemple, comme on peut le voir ici, on a notre define props. Donc, dans le define props ici, c'est ici qu'on va lui dire qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, dans le define props, on va lui dire on a besoin de steps, OK? Le define props, c'est un peu comme quelles sont les propriétés que le composant aura besoin. Donc, ici, je vais lui dire euh, dans le steps qu'on va récupérer, OK, on aura besoin de deux choses. Essayez un peu de réfléchir. On a besoin non seulement de step, mais on a aussi besoin de connaître quel est le current step, quelle est actuellement l'étape qui est l'étape courante, l'étape qui doit être active. Donc, on a besoin de deux informations. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, dans le step, tu vas avoir le current step, OK, qui va être un nombre, et tu vas également avoir le items. Donc, le items ici, ça sera un tableau, OK, un array. Donc, là, c'est de cette manière qu'on va définir, en fait, les propriétés ici. Mais il y a une chose qui manque. Tout ça, on va le mettre à l'intérieur d'une déclaration d'objet. Donc, on aura le define props, on définit nos propriétés à l'intérieur d'un objet. C'est comme ça que ça marche. Donc, on aura une propriété steps. Et dans la propriété steps, il faut que dans cette propriété step, on ait le current step et puis on ait le items. OK? On peut tout simplement lui dire qu'écoute, on va avoir euh, une propriété steps qui va être un objet. On peut aussi tout simplement dire ça. Le problème, c'est que on ne saura pas s'il y aura un current step à l'intérieur. Donc, moi, je préfère spécifier. Je préfère vraiment dire que je m'attends à recevoir un current step et puis un item. OK? Et donc, ici, on peut tout simplement faire euh, au lieu d'avoir, parce que si on stocke ça dans une variable step, pour accéder au niveau de l'interface, on sera obligé de récupérer d'abord, d'accéder à cette variable, et puis de faire un point steps. Ça fait deux steps, OK? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déstructurer mon composant en faisant tout simplement steps. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que il va tout simplement rendre disponible la propriété steps ici, là, à l'extérieur. Et parce que c'est à l'extérieur et c'est à l'intérieur de notre balise script ici, eh bien, il sera directement disponible ici pour moi. Alors, pour le current step, par contre, ce qu'on va faire, puisque le current step se trouve à l'intérieur de steps, donc on doit faire, partout où il y a current steps, on doit faire steps.current step. Donc là, on est sûr qu'on va avoir notre current step qui sera disponible ici. Voilà, donc là, on fait ça. On regarde bien, partout on a le current step, c'est bon, c'est bien mappé. Donc je pense que là c'est bon. Alors il nous reste une dernière chose. La dernière chose qui nous reste à ajouter dans notre composant, eh bien ce sont des classes. OK? Donc on a le step items qu'on a besoin comme classe, on a besoin du step item container, on a besoin du stepper item, et puis on a besoin de line. Donc je vais revenir ici et je vais regarder qu'est-ce que je peux prendre au niveau des classes. Donc on a besoin de tout ça.
Je vais d'abord prendre, je vais juste copier tout ce qu'on a ici, ok? Ça sera beaucoup plus simple. Je copie tout ça et je l'ajoute ici. Donc là, je viens ajouter mon style ici et je vais enlever ce que j'ai pas besoin. Donc là, par exemple, le step items, c'est bon, on a besoin de ça, on a besoin de step items active, on a besoin de line, on a besoin du progress bar. Donc je pense qu'ici, on a vraiment besoin de tout ça, ok? Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'enregistre mon composant. Alors là, on va passer maintenant à l'utilisation. Comment j'utilise mon composant? Ben, c'est simple, pour utiliser mon composant, je n'ai qu'à venir ici à l'intérieur de index vue. Et là, je vais venir à la place donc de tout ce que j'avais enregistré ici. Donc, rappelez-vous, on avait le step item ici, notre stepper item là. Donc, je vais venir ici et je vais tout simplement lui dire que tout ça, je vais le remplacer par un nouveau composant qui va s'appeler step item. OK? Donc, mon composant ici s'appelle step items. Alors, notez qu'au niveau de notre composant ici, on a par exemple step items qui est écrit en camel case. Donc, ici, on va au fait écrire notre step items de la même manière. Donc, on va avoir step items. Voici, l'éditeur me propose de l'importer. Ben, je vais le sélectionner. OK? En le faisant ainsi, comme vous allez remarquer ici, on va juste fermer ici, ok? Donc là, ça, c'est notre step items que nous allons importer. Et si vous regardez tout en bas ici, ça n'a pas été importé correctement. C'est pas grave, on va l'importer. Donc ici, on va faire import, ok? Et on va importer step items from, etc. Donc voici là le chemin, il va l'importer. Et donc notre composant est bel et bien visible ici. Alors notre composant a besoin de certaines informations qui sont requises. Donc ici, par exemple, on n'a pas dit que nos informations étaient requises, on a juste dit qu'il va prendre un tableau. Mais on peut au fait aller, on peut aller plus loin. On peut ici lui dire type, ça sera number. Et on va lui dire required, ça sera true. OK? Donc là aussi, pareil. On peut également ajouter au fait une définition ici. On va lui dire type, ça sera un array, hein. On va lui donner une valeur par défaut. La valeur par défaut, ça sera un tableau vide. Et puis, bon, on va lui dire également que c'est un required. OK? Donc là, ça, c'est la façon de définir. On peut aller plus loin. On peut définir, on peut donner des types, on peut donner des valeurs par défaut de ce qu'on s'attend par rapport aux propriétés de notre composant. Donc, si je viens ici, j'enregistre et que je viens ici, j'enregistre. Bon, en fait, vous voyez qu'on n'a pas une erreur ici. Et ça, on va voir pourquoi plus tard, on va avoir besoin d'utiliser TypeScript. Mais pour l'instant, on va faire sans TypeScript d'abord. Mais vous allez remarquer que l'erreur, je l'aurai. Mais l'erreur, je l'aurai au fait au niveau de mon interface. Ce n'est pas au niveau de l'éditeur. Donc ici, quand tu peux voir, on peut voir ici, on nous dit que define prop n'est pas défini. Donc ça, c'est déjà une première erreur. On va venir ici, on va essayer de régler cette erreur-là. OK? Oups, je sais pas pourquoi Voilà. Donc, on va revenir dans notre composant. Pourquoi est-ce que c'est pas défini? On va revenir. Ah non, on a dit defined. C'est define props, pas define. Donc, c'est define de cette manière. Une fois que c'est bon, on revient ici. Comme on peut le voir ici, notre composant est bien là. C'est chargé, mais en fait, on n'a pas toujours des valeurs. On n'a pas des valeurs, mais le composant n'est pas également en train de nous signaler qu'il a besoin de ces composants-là. On va voir qu'est-ce qui n'a pas marché, ok? On va essayer d'ignorer cette partie dans un premier temps et on va continuer. Je reviendrai, je vais voir pourquoi est-ce qu'il n'a pas, il n'est pas en train de générer une warning par rapport à ça. Mais vous allez voir qu'avec TypeScript, plus tard qu'on va l'intégrer, on aura vraiment des warnings à la compilation, ce qui va nous éviter d'avoir des erreurs à l'exécution de notre code. Donc ici, dans notre step ici, on va tout simplement lui donner des paramètres. Donc on aura un paramètre ici qu'on va appeler steps. Et steps, lui, va prendre le steps items. Et puis, alors, rappelez-vous, on avait dit que steps va avoir deux propriétés. Il va avoir le current step et puis il va avoir le item. Donc, c'est ce que moi, je vais passer ici comme paramètre. Donc, ici, je vais lui passer un objet. Et dans cet objet, on aura le current step qui va être égal au current step. Et on aura le items qui va être égal au step items. Donc, je vais juste mapper au fait les valeurs qui sont là. Donc, comme vous pouvez voir, le current step et puis le step items ici. Je vais le mapper, je vais le passer à notre composant qui est ici. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Je reviens au niveau de notre ici. Voilà. Quand je regarde ici, bon, comme vous pouvez le voir ici,
nous avons en fait, voilà, on a absolument nos étapes qui sont là, mais on ne sait pas, ça ne va pas. OK? Donc, on va regarder qu'est-ce qui ne va pas. On a le items ici, on a le step ici. Donc, on va revenir au niveau de notre step item et on va remonter ici pour regarder qu'est-ce qui ne va pas. Ah, au niveau de notre boucle ici, on est en train de boucler sur steps. Donc, steps ici, parce qu'il a deux propriétés, il va boucler sur la première propriété et la deuxième propriété. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut qu'il puisse boucler sur le items. Donc, on doit ici le lier à items. Donc, ici, je vais faire point items de cette manière. Parce que le items peut ou ne pas être attribué. Donc, si je fais juste comme ça, bah, j'aurai une erreur. Donc là, je reviens ici et j'actualise. Comme on peut voir ici, bah, nous avons nos étapes qui sont là. Notez que les étapes proviennent de ce composant step items et non de notre composant ici. Donc là, tout ce qu'on va faire pour vous montrer que ça marche, on va enlever tout le code que nous avons ici de la progress bar parce que tout ça, ça concerne les step items. On va enlever tout ça. Et comme vous allez le voir ici, bah, ça ne change rien sur notre design. Pourquoi? Parce que nous avons toujours tout qui fonctionne correctement. Les steps, ça fonctionne correctement. Mais nous avons tout déplacé au niveau de notre composant ici. OK? Donc là, les amis, alors, donc ici, si on regarde bien, au niveau de notre step items, on va avoir au fait, on a pas mal de code. On a pas mal de code ici aussi. Donc ici, on peut aller plus loin. On peut également séparer notre logique ici. Au lieu d'avoir des step items ici de cette manière, donc on peut avoir ici, pour les step items, on peut les garder comme ça. Moi, je trouve que c'est pas si grave que ça. C'est pas si grandiose que ça. On n'a pas beaucoup de code que ça. Mais comme on peut aussi avoir des step items, OK? Donc là, on a des step items, mais on peut aussi avoir un seul élément step item. Donc, juste pour vous faire pratiquer, on va créer un autre composant qui va s'appeler step item cette fois-ci. Et celui-là, au fait, il va être à l'intérieur de notre boucle. Et à chaque fois on va l'appeler, bah, il va au fait nous rendre ce que nous avons ici là. OK? Il va nous rendre tout ça. Donc, pour ce faire, je reviens ici. Je vais tout simplement venir là et je crée step item. Ça, c'est maintenant le step item, ça sera le composant pour une étape. Donc là, je fais ça. Je prépare juste les choses au cas où ça va grandir. Donc, on aura ici setup. Et là, on va revenir ici et on va copier tout ça. On va copier tout ce qui est là parce que c'est ça notre step item. On revient ici. Oups, c'est pas là. On revient là plutôt. OK. On va coller notre truc là. Donc, ici, nous avons notre step item container. Et puis, nous avons, au fait, dans notre conteneur ici, là, donc on va avoir par exemple, tous nos step items. Alors ici, on va bien réfléchir. Donc, si on regarde notre code ici, on va remarquer qu'on a ici une clé. On n'aura plus besoin de la clé. On n'aura plus besoin, en fait, de pouvoir, de boucler sur notre élément ici. Donc là, par exemple, je peux juste supprimer tout ça. Et donc, on va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on a besoin d'un step item. OK? Donc, que je peux tout simplement renommer par step. OK? On a besoin d'un step. Ici, on a besoin d'un current step. On a besoin de savoir quel est le current step que je peux tout simplement renommer par current step au lieu d'avoir step comme ça. Donc, et si on descend au niveau de la ligne ici, c'est pareil. Donc, on n'a plus besoin de ça. On va juste garder step. Et là, on va avoir step. Partout ici, on va avoir step. OK? Donc, step title, step progress, step, etc. Alors, partout ici, on aura steps. Voilà. Donc, je pense que ici, c'est correct. On n'a pas beaucoup de choses à faire. On va tout simplement venir ici et on va définir pareil. On va définir la même chose. On va définir notre propriété. Dans notre propriété ici, on va lui dire const. Pareil, on va faire d'abord ça. Define prop. OK? Et ici, on va définir, notre propriété va s'appeler step. Alors, step, qu'est-ce qu'il va avoir? Lui, bah, step va avoir un title parce que rappelez-vous, on est en train d'utiliser ici un title. Donc, on utilise un title et puis on utilise un ID et puis on utilise un progress. Donc, il doit avoir les trois propriétés là. Donc, il doit avoir un title.
le title ici. Alors moi, je vais quand même mettre, je sais pas pourquoi ça marche pas, mais je vais quand même mettre le titre, il est requis. Et puis le type, c'est un string, ok? Le titre va être de type string. Ensuite, on va avoir un progress, ok? Alors le progress, la valeur par défaut va être 0 et le type, ça sera un nombre, ok? Number. Ensuite, on va avoir besoin d'un identifiant. Je pense que l'identifiant ici, euh, ben, c'est un identifiant ici. Je pense que ça pourra être, on peut donner du type string, ok? Parce que on utilise l'identifiant, laisse-moi voir, on utilise l'identifiant pour quelle raison? On va utiliser l'identifiant ici pour revenir, attends, on va regarder dans le code, on a l'ID. Ah, l'ID c'est pour comparer avec le current step, ok. Ben non, on va avoir un autre ID ici, ça sera un nombre, ok? Voilà. Donc l'ID, on a pris le progress bar. Alors ici, je vais tout simplement simplifier les choses. Au lieu d'avoir encore cette logique à chaque fois que je vais vérifier si le step ID est égal par exemple au current step, pourquoi je vais pas juste avoir une variable ici que je vais appeler par exemple active, qui va être du type booléen. C'est-à-dire que on saura au fait est-ce que cette étape est active. Est-ce que euh, cette étape item est active. Donc là, partout ici, je vais tout simplement donc, le active ici, je vais lui dire, eh bien, ça sera actif si seulement si la variable est active. D'accord? Donc là, c'est quelque chose que je vais faire. Mais je vais voir. Hmm, voilà. Ensuite, ici, on va lui dire si la variable n'est pas active. Je pense que là, on a résolu le problème de ça. Donc, pour le active, alors, est-ce que active, ça va faire partie du step? Je pense que je vais le mettre plutôt. Euh, je vais le mettre plutôt. Bon, ça peut être ici, hein, il n'y a pas de problème. Ça peut être là. Donc, si le active est déclaré à l'intérieur de notre step ici, ça veut dire que partout où on a utilisé le active, on va plutôt mettre step active. Is active, je sais pas. On peut le renommer comme ça, is active. Et puis, si on va dire step is active, OK? Donc là, on va juste modifier is active. Voilà, les amis. Alors, quoi d'autre à faire? On va venir juste vérifier que tout est bon. Le is active, c'est correct. Et ici, on va ici faire la même chose. OK? On va externaliser le step ici, de telle sorte qu'il soit directement visible au niveau de notre interface ici. Donc là, je pense que les amis, j'ai fait le tour. Donc tout ce qui nous reste à faire, bah, c'est de récupérer, par exemple, le CSS. On a besoin de ce CSS ici, on a besoin de ce CSS là. Donc moi, tout ce que je vais faire, pareil, je vais revenir au niveau de step items, le parent. Je vais copier tout ça et je vais revenir dans step items et je vais venir coller le style. Et je vais enlever le style qu'on n'a pas besoin. Déjà, on n'a pas besoin de step items parce que ça, il n'en a pas besoin. On a besoin du step item container. On a besoin du step, voilà, du step item, c'est correct. On a besoin du step item active, c'est bon. Step item line, etc., etc. Là, c'est bon. Donc là, une fois que c'est fait, on a enregistré. Ben, tout ce qui va nous rester à faire, c'est tout simplement dans le parent de l'appeler. Donc, vous pouvez voir ici dans le parent, on n'a pas besoin de tout ça. Dans le parent, je pense que tout ce qu'on a besoin, c'est juste le stepper item. Donc là, par exemple, vous voyez que les choses deviennent de plus en plus concis. On est en train de déséquer notre logique et on réduit aussi le nombre de codes qu'on va devoir répéter entre les différents composants. Donc là, par exemple, au lieu d'avoir ce div qui va s'appeler de cette manière, je vais tout simplement venir ici et je vais enlever tout ça. Et ici, je vais ajouter ceci ici. Et là, je vais dire, je récupère le step item. OK? Voilà. Donc là, il a importé notre step item ici et on le déclare là. On l'attribue le key. On fait notre v-for comme d'habitude et on n'a pas besoin de la classe. Par contre, on va lui attribuer une valeur ici step. Donc step ici, on va lui passer tout simplement le step item. Alors, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que le step item n'a pas par défaut le is, il n'a pas par défaut le is active.
OK? Donc, si on lui passe le step de cette manière, cette valeur sera toujours fausse. Donc, il y a deux choses à faire. L'une des choses, ça sera soit ici d'avoir au fait notre composant. On peut écrire une logique, hein, on peut faire ceci, euh, step items, et puis ici, on va ajouter isActive, et puis on va l'attribuer, par exemple, la comparaison de sysstep comment on appelle ça, sysstep item, ID, est égal à current step. Donc, current step ici, ça sera steps.currentStep. Donc, ça, c'est une façon de faire. On peut faire comme ça. OK? Ça, c'est bon, mais je trouve que ça sera beaucoup de choses. Je ne suis pas trop fan de cette option. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais externaliser cette déclaration-là. Donc, je vais la ramener ici plutôt. Donc, au lieu d'avoir isActive à l'intérieur de step, je vais l'avoir juste à l'extérieur. Ça sera comme un composant. On aura step et puis on aura isActive aussi qui sera de l'autre côté. Et là, je vais le déstructurer. Donc, je vais juste dire isActive de cette manière. Et ici, au lieu d'avoir step de cette manière, on va juste avoir isActive directement. Voilà les amis, ça prend quelques itérations pour trouver quelque chose qui est correct. Donc là, c'est correct. Donc on a isActive. Donc on peut définir le step ici. Et ensuite, on peut définir notre variable isActive là. Alors, j'ai une petite situation ici. Il me dit que le step n'est pas utilisé. On va juste voir pourquoi il dit qu'il n'est pas utilisé. Je crois qu'il doit y avoir une petite erreur quelque part. Bon, pour l'instant, on va l'ignorer. Je pense que mon éditeur doit avoir un petit souci parce que je trouve bien que c'est utilisé là. Mais pour l'instant, on va l'ignorer. Donc, on va revenir dans Step Items. Et ici, au lieu d'avoir tout ce bazar, on va tout simplement supprimer ça. Et là, on va lui passer le Step Item, OK, comme il se doit. Et on va rajouter le isActive. Donc, le isActive, c'est notre propriété qu'on a définie d'ailleurs. Donc, je pense qu'ici, ce qu'on va faire, on va lui dire de cette manière, isActive. Et là, on va lui donner, on va faire la comparaison qu'on avait faite. Donc, steps, je pense, current step est égal à step item.id. Donc, il sera actif si c'est le cas. Là, on enregistre notre composant. Voilà. Là aussi, c'est bon, c'est enregistré. Voilà. Et on va tout simplement, le moment de vérité, on va aller vérifier si tout est correct. Donc là, par exemple, comme on peut voir, ben, rien n'est correct. On n'a pas le isActive qui est là. On n'a pas également d'erreur au niveau de la console, ce qui est très bizarre, j'avoue. C'est vraiment très bizarre qu'on n'ait pas d'erreur au niveau de la console. Euh, et puis qu'on n'ait pas notre current step qui marche. Donc on va tout simplement revenir ici. On va essayer de voir pourquoi le isActive, il dit ici que le isActive n'est pas utilisé. Bon, les amis, après avoir débugué, je viens juste de me rendre compte on avait au fait, on a un problème ici. Si vous remarquez, on a écrit current avec 3 R. Je suppose que vous avez déjà vu le problème, mais moi, je n'avais pas vu. Donc, vous enlevez le R supplémentaire là. On enlève également le R de plus ici. Parce que ici, au niveau de notre index, nous sommes en train de passer le current step, c'est écrit de cette manière. Partout, on l'a utilisé comme ça. Donc ici, il y avait 3 R. Donc ça ne marchait pas. Et donc, si on revient ici, on va voir que tout est correct. Nous avons nos steps ici. On va tout simplement revoir. Là, si je reviens ici, on voit que tout se passe bien. Et si je change, tout se passe correct. Tout est bon. Donc là, ouais. Donc ici, je vais tout simplement zapper ça. Je vais enlever les consoles que j'ai ajoutées. Je ne sais pas pourquoi il me dit toujours que c'est pas actif, mais ça, c'est juste le navigateur. C'est mon éditeur qui n'arrive pas à reconnaître que c'est utilisé quelque part. Donc, je pense que c'est Vecture qui a un petit souci là. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, au niveau du code, c'est bien mappé, c'est bien utilisé. Donc là aussi, c'est pareil. On va enlever, on va nettoyer un peu notre code. C'est correct. Ici aussi, notre code, il a été nettoyé. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les amis, nous avons déjà plus ou moins, on a travaillé sur notre partie. Là, on peut naviguer au niveau des formulaires. Donc, ce qui va nous rester à faire cette fois-ci,
on va tout simplement remplir nos formulaires. On a aussi un peu de travail à faire sur. Donc, la deuxième partie va consister à également dynamiser la partie des formulaires aussi, avoir les formulaires qui seront déjà prêts. Et puis, je vais vous montrer comment on va faire le tout. Et puis, on va avoir aussi déjà nos formulaires, avoir déjà les champs, tout de façon statique. Et une fois qu'on aura fini le tout, on va commencer notamment à implémenter les différentes... on va commencer à implémenter, au fait, voilà, la fonctionnalité, quoi, de chaque étape. On va enregistrer dans la base de données pour qu'on finisse cette partie de setup et qu'on passe de l'autre côté de notre application où on va commencer justement à travailler sur le métier de l'application. OK? Donc, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je sais qu'elle a été une longue vidéo, mais j'ai voulu faire comme ça pour gagner en temps. Et donc, ça fait que la programmation, c'est pas, on court pas vite. C'est vraiment un travail, c'est un marathon, petit à petit. Et si je prends mon temps d'expliquer dans les détails de cette manière, c'est justement pour vous permettre de comprendre au maximum les quelques notions qui sont abordées là. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons continuer avec ça.